BFM Business, Intégral Placement, 10h midi, 100% placement. Bon, d'habitude, à cette heure-ci, on répond à toutes vos questions. Aujourd'hui, petite exception, encore que la question centrale du débat qui va avoir lieu, ce sera peut-être de savoir si vous pourrez un jour faire transférer votre assurance vie d'un assureur à un autre. Alors, pour débattre, Jean-François Filiat, bien sûr, un des fers de lance de cette lutte pour la transférabilité. Bonjour, Jean-François. Bonjour, Cédric. Pour Marché Gagnant. Et puis, sur le plateau également, un partisan ardent de cette transférabilité, Jérôme Dédéian. Bonjour Jérôme. Bonjour Cédric, bonjour Guillaume. Bonjour. Pour RS. Et puis Benoît Lombard pour Vitam MFO et la SNCGP. Je ne vais pas vous classer dans le camp du mal, mais pas loin, parce que en début de semaine, vous avez ferraillé ici même en disant non, l'assurance vie, la transférabilité, ça pose des questions. Alors on va les poser. Ces questions, déjà, on replante le décor. Jean-François, des amendements en septembre, rejetés du bout des lèvres par Bruno Le Maire, un coup de Trafalgar des sénateurs qui votent quand même, et puis là, une commission mixte paritaire qui renvoie tout ça en mars. Il va falloir se mettre d'accord. C'est parfaitement résumé et la semaine dernière, j'avais fait une chronique sur ce sujet. J'avais dit qu'il fallait qu'on réfléchisse pour faire évoluer le dossier. Et donc, je vais déjà apporter une première pierre sur le sujet de la réflexion. Suite à un échange que j'ai eu hier avec Olivier Decker, qui est un confrère de boursier.com, puisque le débat, c'est si on transfère, pour reprendre le terme, un contrat d'assurance vie, en pratique, qu'est-ce que l'on transfère ? Donc, est-ce que ça se passe comme sur un PEA où vous avez des titres et où vous gardez les mêmes titres, ou est-ce que les choses se passent différemment ? Alors il faut qu'on soit bien clair, lorsque l'on parle de transfert en assurance vie, c'est pas comme un transfert de titre sur un PEA, c'est pas comme un transfert sur un plan d'épargne logement où vous transférez, vous gardez le même taux. Là, si vous avez des garanties sur un contrat et que vous passez sur un autre contrat, les garanties vont changer. Donc déjà, le premier élément que je voudrais apporter dans le débat pour évoluer cette semaine, je pense qu'il ne faut plus que l'on parle de transfert de l'assurance vie, mais que l'on parle de portabilité de l'assurance vie. Portabilité, qui est un mot que comprend parfaitement le gouvernement, puisque je rappelle que dans le cadre de la loi Pacte, et notamment dans tout le volet sur l'épargne retraite, le gouvernement souhaite encourager la portabilité. Bon, et ben voilà, décor posé. Jérôme, spécialiste de toutes ces questions d'épargne, épargne salariale, mais aussi tout ce qui est assurance vie, etc. Comment est-ce qu'on doit se positionner sur cette transférabilité ? C'est vrai que c'est un peu hallucinant d'imaginer qu'on peut changer de banque, qu'on peut faire bouger son PEA, qu'on peut faire bouger son PERP, qu'on peut faire bouger énormément de produits d'épargne et qu'on est là sclérosé avec notre assurance vie. Oui, on peut faire bouger son Madelin retraite quand on est un travailleur non salarié. Tout ça est portable. Et l'assurance vie individuelle, placement préféré des Français, 1700 milliards d'euros d'encours d'épargne accumulés, n'est pas portable. C'est-à-dire que je ne peux pas décider de changer de prestataire pour faire jouer la concurrence et améliorer les services ou la qualité des garanties dont je dispose sans casser mon contrat fiscal avec l'État. C'est ça la question. Et donc finalement, le premier qui nous intéresse à regarder, c'est l'épargnant. Quel est l'intérêt de l'épargnant ? L'intérêt de l'épargnant est évidemment de ne pas rester enfermé dans un contrat ancien, ça je pense que tout le monde sera d'accord, qui ne lui donne plus satisfaction, si ce contrat ne lui donne plus satisfaction, puisque la portabilité ne serait qu'une option, ce serait évidemment pas quelque chose... Obligé, bien sûr. Et notamment parce qu'il trouverait que les supports d'investissement disponibles dans son contrat sont insuffisants par rapport à ce dont il a besoin pour servir son projet d'épargne, ou qu'il trouve que le service n'est pas bon, parce que la chaîne informatique de la compagnie est désespérément ancienne et ne lui donne pas les fonctionnalités auxquelles il peut légitimement avoir droit. Au fond, on est quand même en face d'un marché particulièrement anormal, où on a 1700 milliards qui sont captifs, qui ne peuvent pas être soumis à la libre concurrence dans l'intérêt de l'épargnant. Voilà. Donc ça, c'est un point qui est fondamental. Donc de ce point de vue-là, je pense que tout le monde sera d'accord pour dire que c'est l'intérêt, organiser cette portabilité et l'intérêt de l'épargnant. Comment ça se passerait concrètement Alors, ensuite, il y a un fonds euro, j'ai un contrat d'assurance vie. Comment ça se passe si je peux le porter chez un autre assureur ? Ensuite, il y a deux débats qui sont évidemment fondamentaux à regarder, qui sont souvent des idées reçues, qui sont premièrement que ça pourrait fragiliser la distribution. J'ai aussi ma casquette patronale de président de la commission épargne de la Chambre syndicale des courtiers d'assurance. Et donc, ça pourrait fragiliser la distribution. Moi, je crois que ce n'est pas vrai du tout, puisque la distribution, elle a un devoir de conseil à valeur ajoutée. Et donc, elle a des clients en face d'eux. Quand ils sont coincés dans un contrat ancien, elle est capable de faire l'analyse des garanties dont ils bénéficient et de savoir si le transfert est intéressant pour lui au cas par cas. C'est le rôle du devoir de conseil du distributeur. Le deuxième enjeu, c'est évidemment qu'on nous sert le risque systémique
que la portabilité ferait peser sur le bilan des assureurs vie. C'est ça. Puisqu'il y a Du côté du gouvernement, on dit attention à l'instabilité des assureurs, à l'économie française, à la réduction de la capacité des assureurs à flécher l'épargne vers l'économie productive. Et puis, il y a un petit peu de perversion fiscale, mais ça, on y reviendra peut-être. Donc la différence fondamentale entre un compte titre ségrégué individuellement, où je change de prestataire qui tient mon compte, mais je migre mes titres, et un contrat d'assurance vie, c'est bien l'intermédiation par le bilan de l'assureur. Je ne détiens pas directement les actifs au sein de mon contrat, je détiens en tant qu'épargnant une créance sur la compagnie, et la compagnie, elle a mis des actifs en face qui sont dans le fonds en euros, un chaudron dans lequel elle met des actifs diversifiés pour servir les garanties qu'elle m'a promises, et dans le cas des unités de compte, normalement, mais ça n'est pas toujours le cas parce que les compagnies sont inefficaces sur ce plan-là, normalement, adossement vraiment à l'euro près de la créance que j'ai sur le fonds A ou le fonds B, elle doit avoir le montant qu'elle me doit en fonds A ou en fonds B pour se cautériser contre le risque de décalage entre ce qu'elle détient et ce qu'elle me doit. Voilà. Donc déjà sur les unités de compte, si les compagnies étaient plus rigoureuses, la portabilité ne poserait aucun problème, puisqu'on serait comme sur un compte titre normal. Quand j'achète trois parts dans mon contrat d'assurance vie du fonds A, la compagnie devrait instantanément acheter ses parts pour cautériser son risque d'être en décalage entre ce qu'elle détient à l'actif et la créance que j'ai sur elle. Donc ça devrait être carré. Ensuite, il y a la question du fonds en euros, et on peut évidemment la creuser, puisque c'est là que ça se passe, c'est l'argument qu'utilisent les assureurs et le Trésor pour dire cette portabilité n'est pas souhaitable. Alors, le conseil en gestion de patrimoine, qu'est-ce qu'il dit ? Moi, d'abord, bonjour, j'ai le mauvais rôle. J'ai le mauvais rôle parce que, effectivement, Jean-François et Jérôme visent l'intérêt des épargnants. Alors, on va essayer de raisonner avec deux niveaux. Ce qui serait pas loin de vous intéresser non plus d'ailleurs, parce que vous avez des clients. Je vais y venir. Je vais venir raisonner au premier niveau. L'intérêt des épargnants, c'est effectivement, ainsi que le rappelait Jean-François, la portabilité. Le fait de pouvoir choisir librement le prestataire. Le fait de changer à un moment donné l'engagement qu'on avait pris initialement parce que le prestataire à qui j'avais fait confiance ne me convient plus. Ça, c'est le premier niveau. Jean-François, je t'ai laissé parler. Le deuxième niveau, parce que je vois un peu s'énerver. Le deuxième niveau, c'est l'intérêt aussi à la fois de mon activité, puisque je suis non seulement CGP, mais courtier en assurance, et j'ai une clientèle qui serait intéressée, et je serais intéressé à pouvoir suivre les contrats qu'elle a pu souscrire par l'intermédiaire de réseaux différents, de réseaux non propriétaires, que je représente aussi en tant que patron de la Chambre nationale des CGP. Donc où est le mais ? Donc le mais, il est que la construction originale de l'assurance vie est la raison pour laquelle cette portabilité, cette transférabilité pose des problèmes importants. Alors maintenant, je voudrais qu'on fasse juste une distinction à partir du moment où j'ai dit ça. N'oubliez pas que lorsqu'on souscrit un contrat d'assurance vie, on est détenteur d'une créance sur la compagnie d'assurance. Jérôme l'a rappelé. Jérôme, il y a l'actif et le passif. Et donc, ces deux éléments sont importants. Au passif, j'ai les engagements de l'assureur et également ses fonds propres. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque l'on est sur le fonds en euros d'un contrat d'assurance vie, on détient une créance qui nous donne une rémunération à la fois. On bénéficie des faits cliquets, à la fois on a un taux minimum garanti qui est complètement hors marché. Je voudrais juste rappeler que l'année dernière, en 2018, la performance moyenne des fonds en euros a été de 1,80%, tandis qu'on a un livret A à 0,75, on a des taux sur des livrets bancaires à 0,30, et que les emprunts d'État à 10 ans sont inférieurs à 0,80 par an. Oui, donc ça c'est le stock. Pourquoi on a 1,80% de performance ? stock. Pourquoi on a garanti au titre d'une année 1% de plus que le taux moyen des emprunts d'État français l'année dernière ? Pourquoi ? Je pose la question à mes amis, et puis après on va rentrer dans les débats un peu techniques. Qu'est-ce qu'on fait effectivement du stock ? Enfin, parce que sur les plus-values latentes, le vol des ceci, le vol des cela, il y a une comparaison très percutant d'habitude. Il y a une comparaison qui a été mise en place aujourd'hui sur la place, qui a été notamment poussée par la CPR pour comparer le taux ponctuel de l'OAT au taux d'un contrat d'assurance vie. Mais qu'est-ce que c'est qu'un contrat d'assurance vie ? Le fonds en euros, l'actif général, c'est une grande marmite dans lequel on a mis des flux qui ont servi à acheter des obligations avec de l'argent qui rentre au cours des années passées. Donc, pardon, mais Benoît, si on veut faire une comparaison à peu près crédible sur... Parce que la mienne n'est pas crédible. Non, non, on va y revenir. Non, parce que j'évoque le sujet de la CPR. Si on veut faire une comparaison à peu près crédible, on va considérer que la durée d'investissement dans un contrat d'assurance vie se situe
aux alentours de 8-10 ans. 11 ans. C'est 11 ans. Et donc, Benoît, et si on considère qu'on est en flux constant, c'est pas le taux de l'année N, il ne faut pas le comparer à l'OAT de l'année N, il faut le comparer à la moyenne des 11 dernières années. Et si on fait ce petit exercice, pardon, mais on constate que le taux que l'on a aujourd'hui sur un contrat d'assurance vie, il est tout sauf incohérent. Mais pourquoi Parce qu'on a connu une baisse des taux depuis déjà une dizaine d'années. Et qu'aujourd'hui, on va être dans un système où on va rentrer dans une phase, je ne sais pas quand, puisque bien évidemment, les politiques centrales, la Banque centrale ne veut pas qu'on ait une hausse des taux trop forte. On le comprendrait, bien évidemment, les difficultés que ça pourrait représenter pour l'ensemble de l'économie. Et on veut pouvoir juguler cette hausse des taux. Mais nous savons que nous sommes dans une hausse des taux. C'est la raison pour laquelle, je termine, c'est la raison pour laquelle, dans la construction d'un fonds en euros, parce que bien évidemment, sur les unités de compte des contrats d'assurance vie, deux statistiques quand même, 70 à 80% des 1700 milliards que visait Jérôme sont sur les fonds en euros. C'est là le problème. Les autres 20 à 30% qui sont représentés par des unités de compte posent, à mon sens, beaucoup moins de difficultés. Et là, la portabilité, la transférabilité serait possible. Ce qui n'est pas le cas sur le fonds en euros. Pourquoi ? Parce qu'il y a 4 postes de richesse sur les fonds en euros. Je voudrais quand même revenir à des aspects techniques. Parce que si on ne parle pas technique, on ne comprendra pas la raison pour laquelle la portabilité et la transférabilité est difficile. Benoît, qu'on simplifie le débat pour les gens. Par rapport à ce que j'avais dit la semaine dernière. Non, mais juste pour qu'on simplifie. La dernière fois, j'avais abordé le sujet de la portabilité au sein d'un contrat, au sein d'une même compagnie, c'est-à-dire de pouvoir upgrader son contrat. Est-ce que là-dessus, on est d'accord ou pas ? Moi, je suis pour que les vieux contrats qui sont émis par des compagnies d'assurance puissent rendre éligibles comme support des nouveaux supports. Oui, mais ça, techniquement, c'est gentil, mais techniquement, c'est pas possible. Faisable. Sur un contrat individuel, c'est pas possible. C'est faisable. Est-ce que pourtant, ça va innovation. Sauf que les compagnies ne le font pas. Mais ça, poussons les C'est ça, parce que, en fait, on va venir aux questions techniques peut-être de Benoît, mais... Elles ne le font pas, l'upgrade des nouveaux supports. J'ai encore eu le cas pour le contrat d'assurance vie d'un membre de ma famille dans une compagnie qui a pignon sur rue hier, où je cherchais désespérément à rentrer, à mettre des sous sur un fonds que j'aime bien, et ça n'est pas possible. On m'a répondu que c'était pas possible, et la raison pour laquelle c'est pas possible, c'est que les compagnies commercialement ne veulent pas upgrader les anciens contrats, puisqu'elles veulent mettre en tête de gondole les contrats actuellement commercialisés, car elles ne veulent plus de collecte sur des contrats sur lesquels il y a des garanties trop élevées accordées par le passé. Comme pour prendre une analogie maritime, le problème qu'évoquait Benoît, et j'aime bien qu'il pose le mot de problème, c'est effectivement un problème, et c'est un problème de risque systémique lié au fonds euro et à leur structure même. Les compagnies sont mouillées trop court, c'est des bateaux qui sont mouillés trop court, et la mer monte. Et donc, le principe, c'est qu'elles ne veulent pas upgrader les anciens contrats pour ne pas attirer des flux sur ces contrats, sans parler des problèmes de système d'information et de gestion logistique sur lesquels elles ne sont pas capables d'adapter leur chaîne informatique. Suite à ce que vient de dire Jérôme, et je suis tout à fait d'accord avec lui, est-ce que le principe de transférer son contrat, d'évoluer au sein d'un même établissement, en donnant la possibilité à un épargnant de changer de contrat, d'accord ou pas d'accord ? Moi, je oui suis ou non, pour. Non, mais la question elle est mal posée. Je suis pour. Mais non, parce qu'on ne peut pas raconter tout et n'importe quoi. Quand une compagnie d'assurance émet un contrat d'assurance vie et qu'elle ne donne pas la faculté à l'assuré de pouvoir changer de support, je suis bien évidemment contre, et je demande aux compagnies d'assurance de pouvoir upgrader, comme on le disait, les contrats d'assurance vie qu'elle émet avec des supports qui sont autres que les fonds en euros. Oui donc, sur cette réserve-là, tel que c'est précisé et tel que je l'exprime. Donc, Benoît, favorable à la portabilité des contrats au sein d'une même compagnie, favorable à la portabilité au niveau des unités de compte. Donc, grosso modo, on constate que sur les 2 tiers des problématiques, nous sommes d'accord. Reste maintenant la dernière des problématiques, c'est le fonds en euros. Mais oui, transférer d'un assureur à l'autre, c'est ça la question. Eh bien, là-dessus, je ne suis pas forcément d'accord avec vous, Guillaume. Moi, je voudrais... Tant mieux. Revenons. Juste sur le premier point. Si on raisonne au sein de la même compagnie et qu'on conserve le même fonds en euros et qu'on upgrade des contrats ou qu'on donne la faculté de passer du contrat A émis par la compagnie X au contrat B émis par la compagnie X avec le même fonds en euros, bien évidemment, je suis pour. Donc ça, c'est juste une pratique, entre guillemets, commerciale. Non, c'est pas une pratique commerciale. Il faut une base légale pour pouvoir le faire. Le problème maintenant, c'est, ainsi que le rappelait Guillaume, le changement d'émetteur, le changement de débiteur. Et là-dessus, on peut en parler de façon très très claire et de façon très technique. Le fonds en euros, donc on a dit, le problème maintenant, c'est le changement fonds en euros vers fonds en euros chez un autre assureur. C'est ça le sujet. Exactement. Il n'y a plus que ça qui nous sépare. En position, tout le reste, on est d'accord. D'accord. Et visiblement, ça bloque aussi du côté de Bruno Le Maire. Revenons aux fondamentaux. Pourquoi est-ce qu'on souhaiterait le faire ? On souhaiterait le faire pour 2 raisons. La première raison, c'est parce que ça permettrait de désystémiser le pays
au caractère systémique de ce que sont devenues les assurances-vie. On est obligé de faire sapin 2 pour prévoir le cas de faillite d'une compagnie d'assurance. On cherche à désystémiser le pays à ce monstre qu'on a créé du fonds en euros qui peut faire tomber le pays parce que ça fait tomber les établissements financiers. La deuxième chose pour laquelle on veut le faire, c'est que ça permettrait éventuellement de mieux affecter ces 1700 milliards, donc les 80% des 1700 milliards qui sont en fonds en euros, au financement de l'économie, parce que ça permettrait plus de souplesse dans la gestion financière des compagnies. Alors, je voudrais rappeler que ce transfert, il est possible dans un certain nombre de cas. Il est possible dans les PERP. Alors, on va me répondre, le plan d'épargne retraite populaire, c'est pas pareil parce que c'est des actifs cantonnés. D'accord, mais c'est quand même des fonds en euros. C'est pas la même masse, c'est pas les mêmes sommes. Et c'est pas les mêmes sommes. Pas du tout les mêmes fonds masses. commigrés. Deuxièmement, il est possible dans les Madelins, on parle déjà, la retraite Madelin, on parle déjà de sommes largement plus importantes et qui sont adossées au même fonds en euros que le contrat d'assurance vie standard que monsieur ou madame X souscrit dans la même compagnie. Et donc, ça veut dire que les compagnies acceptaient. Comment est-ce qu'on a encadré ça ? On a encadré le risque systémique lié à ce transfert en disant que la compagnie peut imputer une partie des moins-values latentes, puisque le fonds en euros, il a des compartiments de richesse ou de pertes latentes. Il y a des différents compartiments qui sont dotés, c'est des provisions, dans lesquels on dit j'ai en réserve du rendement ou j'ai un problème de provisionnement de pertes potentielles. On peut imputer les pertes. On devrait d'ailleurs, en cas de transfert, imputer aussi ma quote-part de plus-value latente quand je m'en vais. Ce serait logique. Si on peut m'imputer les pertes quand je m'en vais, pour que ce transfert soit possible et encadré, c'est ce qu'on fait sur les Madelins et les PERP aujourd'hui, il faudrait qu'on puisse partir avec sa quote-part de plus-value latente. Et si on fait ça, on a suffisamment encadré la technique pour que ce soit possible et qu'on obtienne le bénéfice pour le financement de l'économie et pour la liberté du consommateur qu'on cherche à obtenir. Juste pour alimenter le débat, ça me rappelle des questions d'éditeurs qu'on a déjà eues, et je crois que c'est Jean-François qui en avait parlé, qui avait répondu à cette question, d'un auditeur qui ne comprenait pas les tenants et les aboutissants du nom de la compagnie qui a échangé. Enfin, je suis désolé, mais il me semble que la portabilité, elle est possible si un assurant en rachète un autre. Donc, oui, bien sûr. Ouais, alors, c'est sous le contrôle de la CPR. Voilà. Mais on ne va pas demander à la CPR l'autorisation du transfert du contrat d'assurance vie de 50 000 € de chaque citoyen détenteur d'un contrat d'assurance vie. Avec des conditions qui sont relativement draconiennes et qui sont bien sûr supervisées par le superviseur qui est la CPR. Mais au niveau du transfert individuel, l'encadrement qui existe dans les PERP et les Madelins, je rappelle que les Madelins sont adossés aux mêmes actifs généraux que les contrats d'assurance vie standard, donc ça prouve que c'est possible. L'encadrement technique en termes d'imputation d'une partie des moins-values latentes ou, et je le souhaiterais, d'emport d'une partie des plus-values latentes, puisque c'est de la richesse que j'ai contribué à créer quand j'ai épargné, permet d'encadrer ces transferts-là et on aurait tout le bénéfice de ce qu'on souhaite obtenir. Alors justement, parce on parle des postes de richesse. Parce que c'est là-dessus que vous aviez postes de richesse, c'est là où bougé l'autre jour sur les plus-values. Et puis c'est là où j'étais de richesse latente. C'est là non. Et des richesses qui sont embarquées dans le passé et des richesses latentes. Il y a deux niveaux. Il y a 4 postes de richesse. On sait très bien que dans un contrat d'assurance vie, on a un taux minimum. Et puis à la fin d'année, on a une participation au bénéfice. Cette participation au bénéfice, elle peut être distribuée à hauteur de 95%. Et si elle n'est pas complètement distribuée, on la met en provision. Une provision pour participation au bénéfice. C'est un deuxième poste de richesse. Ce deuxième poste de richesse, il doit, et le Code des assurances nous l'impose, il doit être distribué dans les 8 années qui suivent. Donc, la provision pour participation au bénéfice de 2018, elle doit être délivrée aux épargnants assurés du fonds en euros. On est toujours sur le fonds en euros dans les 8 années qui viennent. Ça, c'est le deuxième poste de richesse. Le troisième, c'est les plus-values latentes en immobilier, parce que l'actif garanti, l'actif général, le fonds en euros, est composé à peu près à hauteur de 60-70% d'obligations, et puis 30% d'autres types d'actifs. Dans les compagnies traditionnelles, chez les banques assureurs, c'est j'ai beaucoup les stats, j'ai regardé, il y a 80% exactement, la moyenne. Oui. Alors j'étais sur 80. D'obligations, on va pas se battre sur, il y a 60% d'obligations corporate, 40% d'obligations souveraines, il y a 9% d'actions, il y a 6% d'immobilier. Donc ça, c'est le troisième. Il y a des plus-values latentes. Il y a des plus-values latentes qui reposent sur l'actif sous-jacent en actions, en immobilier, pas en obligations, car je rappelle que, et c'est ça la singularité aussi du fonds en euros, c'est qu'on n'est pas en mark-to-market, à valeur de marché, on est en valeur historique, on est en mark-to-model. Il y a une modélisation. Ça veut dire quoi concrètement ? Que l'assureur qui achète des obligations, et on sait qu'il en détient statistiquement 80%, je venais de le rappeler, eh bien il doit les porter, il fait du buy and hold, il doit les porter jusqu'au terme. Et il est en coût historique. Il n'a pas supporté la hausse des taux, il n'a pas supporté ou à bénéficier de la baisse des taux. C'est ainsi que c'est rédigé à l'article R343 9 du Code des assurances, parce que je suis désolé, tout ça est codifié. Et que donc, à un moment donné, si on veut, et je termine juste sur ce point-là, si on veut à un moment donné pouvoir transférer une partie de ce fonds en euros, on va être à la valeur de marché. Or, demain, on va supporter, bien évidemment, on le sait,
une hausse des taux. Et donc là, on va quitter. Hausse des taux, baisse de la rentabilité des actifs qui sont des vieilles obligations. Et donc là, on va faire supporter à l'épargnant en lui vendant une belle idée, une magnifique idée portée par Jean-François qui est superbe, un fin politique. Pas que et on va lui Jean-François. faire porter quoi? Un risque qu'il ne souhaite pas avoir. Benoît, enfin, franchement, le risque, évoquer le risque de taux sur ce sujet-là, quand on a eu la Direction Générale du Trésor qui nous a proposé l'euro-croissance, où on avait gentiment refourgué le risque de taux sur le client, pardon, mais je rigole. Sur le sujet, la présentation qui est faite... Faut pas ça très marrant. Non, mais sur la présentation qui est faite, elle est intéressante, mais biaisée. Mais intéressante quand même sur un point. Pourquoi? Parce que dans tout ce que l'on vient de noter, on note des éléments de richesse. Et donc, le vrai sujet... Parce que moi j'entends beaucoup le discours qui consiste à dire « Ah oui, mais ces épargnants qui veulent la transférabilité, vous vous rendez pas compte, ils veulent le beurre, l'argent du beurre et la crémière. » Parce qu'il y a un aspect fiscal qui... Voilà, mais qu'est-ce qu'ils laissent? Je me mets dans l'hypothèse où je quitte une compagnie pour aller vers une autre en demandant la portabilité. Et je vais partir, là encore, j'ai pas envie de refaire le monde. Je regarde aujourd'hui ce qui existe dans le droit français. Dans le droit français, il y a le plan d'épargne populaire, lancé en 1990, qui est transférable d'un établissement à un autre, et de manière plus récente, il y a eu le PERP. Le transfert, ça se fait sur quelle base? Ça se fait sur l'équivalent en euros, la conversion en euros de ce que les professionnels appellent dans le jargon la provision mathématique. La provision mathématique ne correspond pas forcément à la valeur des actifs. Aujourd'hui, sur la réalité du marché, on peut à peu près considérer que lorsqu'il y a 100 de provision mathématique, en face, il y a à peu près 120 de valeur d'actifs. Autrement dit, si jamais je pars, Benoît, si jamais je demande la portabilité d'une compagnie d'assurance, sur la base du schéma actuel, je vais réclamer de partir avec 100, alors que dans mon actif, il y a 120. Donc, je laisse de la richesse à la collectivité. Ouais. Donc, moi, je trouve que cet élément de richesse, il est très, très important. Juste parce que il nous reste 30 secondes. Cette richesse appartient aux assurés à l'instant T, mais cette richesse aussi, elle vise à avoir un rendement du fonds euro qui est meilleur. Et c'est bien la raison de la construction du fonds euro. Le fonds en euros est un investissement à long terme, et on a aussi une singularité fiscale, c'est que la structuration fiscale correspond à cet investissement à long terme. J'ai l'impression qu'on ne va pas faire émerger d'idées fortes à apporter à Bruno Le Maire, sauf que on peut évoluer sur la pratique, faire évoluer la loi pour que la pratique commerciale soit meilleure. Pour moi, parfaitement souhaitable et possible de permettre cette portabilité en encadrant cette portabilité pour qu'elle ne fasse pas peser de risques sur les assureurs. Parce qu'il y en a un. On va vous donner le résultat du match, un partout, alors qu'il était seul. Benoît Lombard était seul et il a fait égalité avec vous deux. Juste. Le résultat du match, c'est qu'en fait, le texte ne doit pas être ce qui a été présenté au Sénat ou ce qui a été présenté à l'Assemblée. Le texte doit être un peu plus compliqué, un peu plus sophistiqué. Ça doit être un vrai débat. S'inspirer ce qui s'est fait sur les PERP, mais oui, on peut aller à la portabilité en protégeant le système. Mais si c'est compliqué, vous serez le premier à dire dans une chronique « Oh là là, on a encore inventé une usine à gaz ». Ça sera naturellement complexe. Oui à la portabilité au sein de la même compagnie. Il y avait donc deux personnes contre le transfert ici. Merci beaucoup en tout cas à tous les trois d'avoir apporté votre expertise. Jérôme Dédéian pour RS, Benoît Lombard pour la CNCGP et Vitam MFO et Jean-François Fillette qu'on retrouve la semaine prochaine. Exactement, et puis donc la semaine prochaine je propose éventuellement, on a lancé un message à Gérard Beckerman s'il a envie de venir débattre sur le thème de la transférabilité. Je vais faire ça pendant 15 jours, 3 semaines. Allons-y.